c'est carrément de changer d'approche et de créer un nouveau programme, le programme d'immigration pour les travailleurs qualifiés, qui deviendra le PSTQ, Programme de sélection des travailleurs qualifiés. Ce nouveau programme ne fonctionnera pas avec une grille de points, mais plutôt avec des critères qu'il faudra absolument rencontrer. Le programme va permettre de sélectionner des travailleurs qualifiés connaissant le français, ayant de bonnes capacités d'intégration professionnelle et qui seront aptes à exercer dans un délai raisonnable leur profession au Québec. Pour que le programme réponde mieux aux besoins du marché du travail, on élargit la gamme des professions qui seront admissibles à l'immigration économique permanente. Donc, en fait, ce sera plus facile pour l'ensemble des professions de se qualifier. On va créer, en fait, 4 volets. Le premier volet, c'est pour les professions qui requièrent des hautes qualifications, des compétences spécialisées. On vise les personnes qui vont avoir un métier demandant une formation universitaire, collégiale technique ou secondaire professionnelle. Quelques exemples, par exemple, des gestionnaires en système informatique, des designers graphiques, techniciens en génie mécanique. Ça, c'est des exemples pour le volet 1. Le volet 2, c'est pour les compétences intermédiaires et manuelles. On vise les emplois qui demandent une formation secondaire générale ou professionnelle ou acquise en cours d'emploi. D'autres exemples de ce volet 2, c'est par exemple pour des cuisiniers, des préposés aux bénéficiaires ou des conducteurs de camions de transport. Ça, c'est vraiment une nouveauté hyper importante parce qu'elle n'existe pas dans le programme actuel pour les travailleurs qualifiés, le PRTQ. Et ça va donc nous permettre d'être beaucoup plus agiles, de couvrir beaucoup plus de types de professions pour permettre de garder chez nous plusieurs employés essentiels qui sont déjà actifs dans une foule de métiers. Exemple, beaucoup de PME embauchent des travailleurs temporaires avec des compétences manuelles et souhaiteraient pouvoir les garder sur une base permanente. Ce sera maintenant possible avec ce volet 2 si les exigences, bien sûr, de français et les autres exigences sont rencontrées. Le volet 3, c'est pour les professions réglementées. Donc, ça s'adresse aux personnes exerçant des professions qui sont régies par des ordres ou qui requièrent une autorisation par une corporation professionnelle, un corps de métier. Exemple, des infirmières, infirmiers, des enseignants du primaire, du secondaire, des hygiénistes dentaires. Ça, c'est des exemples pour le volet 3. Et le dernier volet, ça s'appelle le volet des talents d'exception. Ça visera très peu de gens, mais on juge important d'avoir cette passerelle pour sélectionner les personnes qui ont des expertises rares, prisées par le Québec, stratégiques, très pointues, et qui sont reconnues comme un leader, quelqu'un qui se démarque dans leur champ d'expertise. Les conditions de chacun des volets vont être modulées selon le niveau de qualification des professions. Il va aussi falloir démontrer avoir une connaissance du français oral et, dans certains cas, comme je disais, des connaissances du français écrit. Donc, les exigences sont modulées en fonction des volets, mais notre volonté, c'est d'obliger les candidats à avoir une bonne connaissance du français, peu importe le métier. On veut redynamiser aussi nos 3 programmes de gens d'affaires. Plusieurs volets sont suspendus depuis un certain temps, voire depuis des années, comme vous le savez. C'est important pour moi de revoir le tout pour que ces programmes permettent vraiment d'attirer et de retenir des entrepreneurs, des créateurs d'emplois et d'entreprises. Donc, chacun des 3 programmes va maintenant exiger que les demandeurs principaux démontrent qu'ils possèdent une connaissance orale du français de niveau 7. Ça, c'est le niveau intermédiaire avancé. Il y a 12 niveaux en tout. Actuellement, aucun des 3 programmes de gens d'affaires ne comporte cette exigence en matière de français. Donc, on a revu le programme Entrepreneur pour mieux répondre à une réalité dont on m'a beaucoup parlé d'ailleurs dans ma série de rencontres en région, la nécessité de favoriser le reprenariat d'entreprises. Donc là, on va avoir un canal qui va permettre ça, le reprenariat via l'immigration. Au niveau du programme des investisseurs, on a fait des ajustements qui vont permettre de corriger les enjeux d'établissement au Québec et de rétention de ces personnes-là. Donc, des éléments qui étaient très défaillants avec le programme antérieur. Dès l'an prochain, on va pouvoir sélectionner des profils d'investisseurs francophones qui répondent mieux à nos besoins économiques. Un autre des changements proposés, ça vise le regroupement familial. Des modifications seront apportées afin de s'assurer que les garants accompagnent mieux les personnes qu'ils parrainent en matière de francisation et d'intégration. Un plan d'accueil et d'intégration va devoir être exigé des garants lorsqu'ils demandent à parrainer des personnes âgées entre 18 et 55 ans. Entre 2019 et 2022, ça vaut la peine de souligner que le regroupement familial a représenté en moyenne 24 des nouveaux arrivants au Québec.
Je vais vous parler bien sûr aussi du PEC, le programme de l'expérience québécoise. Je m'en suis fait beaucoup parler ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, on annonce des assouplissements importants dans le volet PEC diplômé. Le premier ministre et moi, on l'a souvent dit, il faut vraiment miser sur les étudiants qui viennent chez nous pour leur parcours académique. Ils prennent racine ici, ils s'installent partout au Québec, puis on veut les garder chez nous. On vise donc à accélérer la sélection permanente pour les diplômés de programmes d'études universitaires, techniques ou professionnels en français. On retire aussi l'exigence de travail minimum d'1 année et l'exigence d'occuper un emploi au moment du dépôt de la demande. Ça va permettre aux employeurs de bénéficier plus rapidement d'un bassin de travailleurs qualifiés et qui parlent français. Ça va permettre aussi de retenir dans toutes nos régions des gens qui s'y trouvent déjà parce qu'ils étudient dans ces régions. On l'a officialisé ce matin en Chambre. On va tenir au cours des prochains mois donc une consultation parlementaire pour planifier l'immigration au Québec pour les 4 prochaines années. J'ai déposé, je les ai ici, là, le cahier de consultation, de même que le recueil des statistiques en immigration. C'est un document qui va servir de base pour la consultation, donc on va tenir cet automne, un important exercice démocratique. Les orientations, vous allez le voir, portent sur plusieurs thèmes humanitaires, économiques et sociolinguistiques. On propose notamment une augmentation de la part de l'immigration permanente francophone. On le dit depuis des mois, donc notre objectif, c'est de tendre vers une immigration entièrement francophone. Donc, je suis fière d'annoncer qu'avec les modifications réglementaires que l'on propose, 96 % des demandeurs principaux connaîtront le français, et ce, dès l'année 2026. Et il faut voir qu'en 2018, c'était 72 %. Donc, de 2018 à 2027, on passe de 72 % à 2026 même, on passe de 72 % à 96 %. Et comme les enfants de l'immigration vont fréquenter l'école française, on peut vraiment dire que les gestes qu'on pose permettront à l'immigration d'être une des solutions pour lutter contre le déclin du français au Québec. L'arrivée de francisation au Québec également, le 1er juin, ça va contribuer à nos efforts, puis ça va simplifier l'accès aux services gouvernementaux d'apprentissage du français. On veut mieux soutenir l'apprentissage du français à travers, par exemple, un apprentissage chez les travailleurs étrangers temporaires, à travers des mesures de francisation en milieu de travail et via aussi un accroissement de l'offre de services d'apprentissage du français à l'étranger, avant même que les gens n'immigrent au Québec. On va aussi intensifier nos efforts de prospection et d'attraction pour le recrutement dans des pays francophones et francotropes, dont ceux de l'Amérique latine, bien sûr. Évidemment, on ne peut pas faire cet exercice sans parler des seuils. Alors, pour lancer la discussion et la consultation, comme on l'a dit, on propose 2 scénarios. On veut vraiment entendre tous les points de vue et l'ensemble des considérations et des préoccupations de tout un chacun. Alors, premier scénario, permettre une augmentation prudente et graduelle des seuils au cours des 4 prochaines années pour atteindre 60 000 d'ici 2027. Et dans ce scénario-là, on permettrait en plus d'admettre en continu les personnes sélectionnées pour le PEC diplômé. L'admission en continu, ça veut dire que les demandes du PEC diplômé seraient traitées par Ottawa au fur et à mesure qu'elles sont déposées et seraient à l'extérieur de nos seuils et sans plafond. La logique derrière cette nouveauté-là d'admission en continu, c'est que la grande majorité des personnes qui sont concernées résident déjà sur le territoire québécois. Ils bénéficient déjà de plusieurs services publics. Ils ont un toit. Leur intégration est déjà en processus. Il n'y a pas d'enjeu de reconnaissance de leur diplôme ou de leurs compétences. Donc, bref, c'est une immigration qui est très facile pour nous parce qu'il n'y a pas d'exigence accrue sur notre capacité d'accueil et les groupes d'accompagnement, les services gouvernementaux sont vraiment minimalement sollicités. Le deuxième scénario, on reste avec notre cible actuelle de 50 000 admissions par année pour chacune des 4 prochaines années. Et les candidatures issues du PEC diplômé feraient partie donc du seuil de 50 000. C'est un moment important qu'on va vivre au cours des prochains mois. C'est plus que jamais l'immigration, c'est au cœur des priorités collectives. On le sait, freiner le déclin du français, lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, lutter contre le vieillissement de la population, assurer la vitalité de nos régions. Tout ça, ça fait partie des grands défis auxquels on fait face. Alors, j'invite toutes les personnes, les organismes qui sont intéressés à le faire, à nous partager leur point de vue, soit en participant via le dépôt d'un mémoire ou encore en complétant un formulaire qui est disponible déjà sur le site Internet de la Commission des relations avec les citoyens. Alors, la consultation va culminer avec la tenue d'une commission parlementaire au cours des prochains mois.
Et je peux vous dire que depuis mon entrée en fonction, moi, mon souhait le plus cher, c'est de mettre en place des conditions pour que les hommes et les femmes qui décident de venir chez nous puissent avoir du succès, participer pleinement au dynamisme du Québec et puissent s'y enraciner. Voilà. Merci. Je passe maintenant la parole au ministre responsable de la langue française, Jean-François Roberge. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Christine, chers collègues. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais y aller rapidement, mais c'est une annonce qui est très, très, très importante, qui va avoir un impact sur le visage français du Québec avec les changements que ma collègue apporte. Change la donne, change les règles du jeu. Et quand on change les règles du jeu, évidemment, on change la conclusion et on va se retrouver dans quelques années avec beaucoup, beaucoup plus d'immigrants qui, au départ, parlent français avant d'arriver. Puis, ma collègue est en train de travailler très fort sur Francisation Québec. Ça sera nécessaire. Mais si les gens arrivent et maîtrisent déjà le français, vous comprenez qu'on part avec une longueur d'avance. Puis c'est important parce que c'est important de faire une mise en contexte, là. Le Québec est dans une situation exceptionnelle. On est le seul État francophone d'Amérique du Nord. On est une minorité linguistique dans une mer anglophone. Et on est dans une situation où nos indicateurs sont au rouge. Il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Il y a un recul du français en ce moment. Donc, une situation exceptionnelle comme ça amène des mesures exceptionnelles. Puis on a posé des gestes. Dans le précédent mandat, je remercie d'ailleurs l'actuel ministre de la Justice, Jolin Barrette, qui a piloté une loi importante, la loi 96. J'aime son nom, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. C'est le socle sur lequel on peut bâtir d'autres choses, voire encore plus loin. Et on poursuit le travail en ce moment. On le poursuit d'ailleurs avec ce groupe d'action pour l'avenir de la langue française que j'ai le plaisir de piloter avec, bien sûr, la ministre de l'Immigration, mais aussi le ministre de l'Éducation, la ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Culture, la ministre des Relations internationales et d'autres ministres qui viennent contribuer aux travaux aussi. On est un groupe au départ de 6 ministres, mais c'est important de mentionner que beaucoup d'autres personnes travaillent, collaborent, contribuent. Je remercie aussi, évidemment, le député de Saint-Jean, mon adjoint parlementaire, qui contribue aussi notamment au volet consultation publique du groupe d'action pour l'avenir de la langue française. Les choses qui sont présentées aujourd'hui, évidemment, ont fait l'objet de débats, de discussions. Puis je remercie énormément Christine pour son ouverture parce que le plan a été vraiment bonifié. Puis on peut vraiment être très, très fier de ce qui est déposé aujourd'hui. Quand on change les chiffres comme elle le fait, puis elle a présenté des choses exceptionnelles. Quand on atteint un chiffre comme 96 %, c'est parce qu'il y a des gestes majeurs, audacieux, courageux qui sont posés. Donc, je pense que ce sera déterminant. Et bientôt, le groupe d'action arrivera avec d'autres mesures. Donc, soyez patients, restez à l'affût. On parlera, oui, d'éducation, d'enseignement supérieur, de culture, mais aussi on reviendra sur l'immigration. Le premier ministre l'a dit, on reviendra sur la notion de l'immigration temporaire. Ça va être important aussi de continuer le travail avec le gouvernement fédéral, puis j'ai une fonction qui me permet de travailler aussi dans cette direction-là. On est capable de faire des choses gagnant-gagnant. Ça, c'est important de le mentionner, là. On n'est pas des chicaniers, on ne se laisse pas faire. On s'affirme fièrement, mais on est capable de s'entendre. Regardez ce qui s'est passé avec la fermeture du chemin Roxham. Regardez ce qui s'est passé avec C13 quand on est capable d'inscrire dans la loi ces langues officielles du Canada des éléments de la Charte de la langue française québécoise. Ça montre qu'on est capable de faire des gains. Puis il faut le faire parce que le français nous unit, le français nous définit. Puis je pense qu'on a tous cette responsabilité de s'assurer que ceux qui vont nous suivre vont pouvoir s'épanouir en français au Québec. Merci. Merci à vous trois. Nous allons maintenant passer à la période des questions. On a très peu de temps, une petite demi-heure tout au plus, donc je vais vous demander de vous limiter à une question, une sous-question. Et pour les ministres et le premier ministre, c'est possible de juste répondre aux questions qui vous sont adressées directement. On va commencer avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. Est-ce qu'avec le plan que vous nous proposez aujourd'hui, si on exclut l'immigration temporaire, là, parce que ça, je comprends que ça fera l'objet d'une annonce subséquente, mais pour ce qui est de l'immigration permanente, est-ce qu'avec ce que vous nous annoncez, vous occupez entièrement là, les champs de compétences
du Québec? Est-ce que vous utilisez déjà tous les outils à la portée de votre main? Parce que c'est un peu ce qui était reproché de vous demander au fédéral des choses alors que vous n'exploitiez pas pleinement tous les outils. Là, est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on a retourné toutes les pierres? Pour l'immigration permanente, oui. Pour l'immigration temporaire, non. Parce qu'actuellement, c'est quand même nous qui émettons les certificats, les CAQ. Donc, pour l'instant, le gouvernement du Québec n'exige pas la connaissance du français. Donc, il y a encore de la place, effectivement, pour agir. Ça sera dans une deuxième étape. Mais on veut aussi aller chercher des pouvoirs additionnels. Mais il y a peut-être une chose aussi que j'ajouterais. La réunification familiale, c'est Ottawa qui choisit. À un moment donné, on réunifie des familles qui sont entrées, la plupart du temps, comme immigrants économiques. Donc, à partir du moment où on augmente les francophones ou ceux qui parlent français dans l'immigration économique, on peut penser qu'à moyen terme, le pourcentage d'immigrants dans la catégorie réunification familiale va aussi augmenter parce qu'on réunifie les personnes qui sont là. C'est sûr qu'il reste la catégorie réfugiés, qui est 15 %. Ça, effectivement, il peut... C'est notre contribution humanitaire, là. Donc, il n'est pas question de toucher à ça, mais c'est possible que pour ce petit groupe-là, la réunification familiale implique d'amener des gens qui ne parlent pas nécessairement français. Je vais vous rappeler des souvenirs là, en vous parlant de Claire Sanson, puis du rapport à l'époque qu'elle avait déposé, là. Le cœur du rapport, c'était l'idée de la francisation. Puis ensuite, ça a été repris par M. Jolin Barrette, qui était ministre de l'Immigration. On avait créé Arima, puis on privilégiait une sélection basée sur les compétences professionnelles en se disant on va franciser les gens une fois arrivés. Est-ce qu'avec le recul, cette approche-là de franciser a posteriori, ça s'est avéré une mauvaise avenue? Bien, c'est pas idéal parce que c'est basé sur la volonté des gens. Il n'y a pas d'obligation, puis il n'est pas question de commencer à retourner des gens chez eux qui ont déjà été acceptés comme citoyens. Donc, oui, puis je le disais au début, on a beaucoup augmenté les budgets de francisation. Christine va annoncer bientôt la création de Francisation Québec, où là, il va y avoir un guichet unique. Donc, ça va être plus facile aussi d'avoir accès à ces services-là. Mais c'est certain que s'ils parlent français avant d'arriver, bien là, on ne prend pas le risque de savoir est-ce qu'ils vont choisir ou non d'apprendre le français une fois rendus ici. Patrick Belrose, le Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. Monsieur Legault, peut-être pour poursuivre dans la même veine, donc, ce que vous proposez va changer beaucoup le visage de l'immigration. Forcément, on va se concentrer sur certains pays, la France, l'Europe francophone, l'Afrique francophone. Est-ce qu'on va venir exclure une grande partie du bassin d'immigration qu'on avait par le passé? Bien, on peut penser aussi, je parlais avec Martine Biron qui arrive d'un voyage en Amérique du Sud, on peut penser aussi qu'il y a des pays où les gens, par exemple, parlent espagnol, puis qui pourraient apprendre le français avant d'immigrer au Québec. Donc, on peut penser aussi à un processus comme celui-là où des gens d'à peu près n'importe où dans le monde auraient le temps d'apprendre le français, puis ensuite immigrer au Québec. Vous insistez sur le fait que maintenant, dans le nouveau PSTQ, là, on exige le français. Par contre, dans le passé, c'est juste 12 % des gens qui ne parlaient pas français du tout. Et là, vous venez moduler, c'est un chiffre qu'on a eu tantôt, vous venez moduler donc l'exigence de français. J'essaie de comprendre à quels besoins vous voulez répondre en faisant ça. Est-ce que c'est des entrepreneurs qui vous disent qu'on a besoin désormais de plus de manœuvres, par exemple, que de professionnels, donc il faut moduler la connaissance? Bien, je donne les chiffres, là. Quand on regarde les requérants immigration économique, avant qu'on arrive en 2018, là, puis qu'on met beaucoup de poids sur le PEC, là, c'est ce que Simon a fait, dans le fond, pour augmenter le pourcentage de francophones, bien, on était à 72 % qui parlaient français. Si on ajoute les groupes réunification familiale et réfugiés, on est à seulement 50 % qui parlent français. Là, ce qu'on dit, c'est que pour les requérants en immigration économique, on va augmenter à 96 % et qu'au total, on va passer à 70 % dans un scénario, puis 75 % dans l'autre scénario. Donc, c'est une grosse augmentation par rapport à la situation avant. Du PRTQ, donc. OK, le PRTQ. Pour le PRTQ. Je te laisse aller sur le PRTQ. C'est pourquoi moduler les exigences en français? En fait, on amène des exigences en français dans le PRTQ. Il n'y en avait pas. Donc, on voulait s'assurer que ces gens-là puissent s'intégrer
adéquatement puis rapidement aussi dans la société, dans leurs entreprises également.